Région parisienne, 9 h du matin. Un corps sans vie a été retrouvé au bord de la Seine. Des TIC, des techniciens en identification criminelle, se rendent sur la scène de crime. Geler la scène de crime, autrement dit photographier et figer sur le papier la configuration des lieux, relever des empreintes, traquer le moindre indice avec un matériel sophistiqué, voilà le travail de ces enquêteurs d'un genre nouveau. Aujourd'hui, près d'un siècle après son élaboration, le principe de l'échange de l'OCAR est toujours valable. Tout auteur d'infraction laisse des traces sur le lieu de son forfait et emmène avec lui des éléments de ce lieu. Le prélèvement n'est qu'une première étape. Une fois recueillis, les indices sont mis sous scellé et envoyés dans différents laboratoires. Une bouteille, une fibre, un mégot. Pour élucider un crime, les gendarmes vont à présent faire parler les objets et réécrire l'histoire du crime grâce aux sciences forensiques, plus communément appelées la criminalistique. La criminalistique, grâce à l'utilisation de tous les principes scientifiques et de techniques de pointe, tente à prouver l'existence d'un crime et aide la justice à déterminer l'identité de l'auteur et son mode opératoire. C'est dans cette optique que la gendarmerie s'est dotée d'un outil ultra perfectionné, un plateau technique unique en France, regroupant en un seul lieu le maximum de compétences, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN. Accident, catastrophe, crime, attentat. Aujourd'hui, la preuve scientifique est devenue un élément incontournable dans une enquête judiciaire. Témoignages et aveux ne parviennent plus à emporter la conviction des magistrats et des jurés. Nous sommes à Rosny-sous-Bois, où se trouve le siège de l'IRCGN, au centre d'une toile d'araignée dédiée à la criminalistique. Tirant parti de l'évolution des crimes et délits, la gendarmerie s'est dotée il y a une vingtaine d'années d'une structure dont la vocation principale est l'analyse des prélèvements faits sur les scènes de crime. Le but, apporter au directeur d'enquête le soutien d'un personnel qualifié et de matériel à la pointe de la technologie pour un bon déroulement des constatations. L'IRCGN est en France l'un des 6 laboratoires de police scientifique. Nous sommes ici au cœur de l'IRCGN, les laboratoires. Répartis en 12 départements spécialisés, 250 militaires recrutés en priorité dans la gendarmerie ou au sein du service de santé des armées et des scientifiques civils sont ici occupés à disséquer, comparer, radiographier, scènes de crime et indices. Le service saisine scellée, c'est d'ici que tout part à l'IRCGN, véritable interface entre le terrain et les actions de l'Institut. Le service a pour vocation de réceptionner toutes les demandes de travail provenant des enquêteurs ou des juges d'instruction. Ensuite, nous vérifions la légalité de la demande de travail, nous vérifions l'état des scellés correspondants. Nous enregistrons les demandes et nous les ventilons dans les différents départements concernés et les scellés sont conservés dans une salle spécifique en attendant l'examen par les experts. Incendie, pollution, explosifs. C'est sur des débris ou des objets calcinés que les spécialistes de ce département retracent les faits ou déterminent les causes. Le département environnement incendie explosif
regroupe différentes activités autour donc, de ces différents thèmes. Ils ont été regroupés au sein de ce département, car c'est un département qui fait de la chimie analytique sur différentes matrices. On va en fait essentiellement faire de la chromatographie sous toutes ses formes, qui nous permet de caractériser un mélange, en quelque sorte d'obtenir l'empreinte du mélange afin de pouvoir le reconnaître à partir des comparaisons que l'on va faire avec les produits que nous possédons en base de données. Dans le cadre d'un incendie, on va rechercher des produits qui ont permis soit de faciliter le départ du feu, soit de prolonger la combustion. Dans le cas des explosions, nous allons rechercher sur les gravats la présence de matières explosives qui vont pouvoir permettre de déterminer s'il y a eu effectivement emploi d'explosifs ou si l'explosion est d'origine accidentelle. Dans le cas des violences urbaines en particulier, enfin dans le cas des gardes à vue en général, il est nécessaire de pouvoir répondre rapidement aux enquêteurs, savoir s'il y a eu emploi ou pas ou manipulation ou pas d'hydrocarbures, en particulier d'essence. Donc il s'agit de faire porter des gants de laboratoire, des gants en plastique aux individus soupçonnés d'avoir participé aux événements. Une fois parvenus au laboratoire, ils peuvent être analysés rapidement pour mettre en évidence la présence de composés légers comme les supercarburants. Chaque balle tirée, chaque arme ou type d'arme possède des caractéristiques qui lui sont propres. Faire parler les armes est l'objectif du département balistique. Le département s'articule autour de deux pôles principaux, qui sont l'unité de traitement immédiat balistique, qui a pour vocation à rendre des résultats très rapides. Donc, généralement, les enquêteurs peuvent nous solliciter par le biais d'Internet, par voie téléphonique, ou amener les armes directement au sein du département. Le deuxième pôle est le pôle d'expertise balistique, qui a vocation à travailler plus sur le long terme, à savoir réaliser des expertises balistiques pour les magistrats. L'objet, armes, munitions, éléments balistiques est récupéré sur la scène de crime, transmis à l'Institut, le scellé est ouvert, subit un premier examen visuel. En premier lieu, l'examen visuel de l'arme permet de révéler son origine. L'étude des poinçons portés par l'arme permet de dire par quel pays elles sont susceptibles d'avoir transité. Après l'examen visuel et l'examen mécanique de l'arme, va venir un examen plus approfondi qui va consister à rechercher des microtraces laissées par l'arme sur le projectile ou sur l'étui. Auquel cas, il est procédé à un tir de récupération. Ce tir est effectué au sein du tunnel de tir et le projectile est récupéré à l'aide du pendule balistique. L'avantage étant qu'il nous permet de récupérer des projectiles sans déformation qui peuvent ensuite être examinés à l'aide d'un microscope de comparaison. La collection nationale d'armes et de munitions est une collection nationale. À l'heure actuelle, la CNAM, donc, cette collection, est utilisée sur deux principes. Le premier, une sorte d'archivage, donc c'est notre bibliothèque, dans laquelle nous conservons, si possible, au moins un modèle de chaque arme saisie en France. Et un deuxième but, qui est la recherche. La reconstitution des trajectoires dans un tir, c'est une partie qui est assez délicate de notre travail, car la balistique n'est pas encore une science exacte, particulièrement au niveau des ricochets. Grâce à la modélisation 3D, nous sommes en mesure de replacer le corps dans la scène de crime par rapport aux éléments balistiques constatés, au moyen d'équipes de trajectographie. Le département toxicologie, le royaume des pharmaciens du service de santé des armées. Donc, au département de toxicologie, nous avons deux grands domaines d'activité. Tout d'abord, l'analyse des stupéfiants, donc dans les produits de saisie. Et deuxièmement, l'analyse des matrices biologiques, ce qui consiste à faire de la toxicologie médico-légale. Pour les stupéfiants, donc, le scellé arrive dans cette pièce. Nous pesons le scellé à son arrivée, ça permet de connaître sa masse globale. À l'issue, nous prélevons des échantillons. Chacun de ces échantillons donc, est pesé, mis en solution, suivi des préparations complémentaires pour faciliter son analyse. La solution ainsi obtenue est injectée dans les chromatographes. En toxicologie médico-légale, nous intervenons dans deux grands types d'activités. Premièrement, donc, la découverte de cadavres. Il s'agit de déterminer si la victime a ou non pris des substances médicamenteuses. Ou bien dans la sécurité routière, il s'agit de déterminer alors si le conducteur avait fait usage ou non de stupéfiants avant de prendre le volant.
Au pays de l'infiniment petit, il y a toujours une trace à faire parler. Sur toute scène de crime, le coupable laisse et emporte à son insu des particules. Le département microanalyse est composé de 3 unités d'expertise. La première unité d'expertise, donc l'unité d'expertise résidus de tir. Ensuite, l'unité d'expertise traces manufacturées. Et pour terminer, l'unité d'expertise traces de transfert. Alors, les techniques de prélèvement au sein du département microanalyse sont d'abord l'utilisation de tamponnoirs pour faire des tamponnements sur les différents objets pour rechercher la présence de particules de résidus de tir. Ensuite, on va avoir l'utilisation de différentes pinces, Bruxelles à usage unique ou pinces métalliques, pour faire des prélèvements individuels de tout ce qui est fibres, poils, cheveux, éclats de verre éventuellement. Et ensuite, on va avoir une partie manipulation des échantillons de traces de sol. Le microscope électronique à balayage est principalement utilisé pour la recherche de particules de résidus de tir sur des tamponnoirs, mais également utilisé dans le cadre de l'analyse de filaments d'ampoule pour déterminer l'état de fonctionnement d'une ampoule au moment d'un accident. La diffraction des rayons X est utilisée pour analyser les argiles présents dans les traces de sol. Ensuite, on va avoir différents microscopes optiques, également microscopes de comparaison. On va pouvoir faire des observations macro et microscopiques du cheveu en vue de déterminer leur origine animale ou humaine. Pour les fibres, on peut également déterminer leur origine naturelle, chimique ou synthétique. Alors les traces d'outils, le principe c'est de regarder donc, la trace laissée sur tel ou tel support et de la comparer avec l'outil incriminé ou suspecté. Ordinateur, agenda électronique, téléphone portable, aucune technologie ne résiste à ces experts high-tech. Au milieu des circuits imprimés et des réseaux, ils traquent les informations utiles. Le département informatique électronique s'articule en 3 unités d'expertise. Une unité d'expertise traitement de l'information qui s'occupe de récupération de données sur tout type de support numérique informatique, type disque dur, clé USB, bande magnétique, CD ou DVD. Une unité réseau et télécom qui s'occupe de couverture GSM, de piratage informatique et de réseau en général. Et une unité d'expertise électronique qui s'occupe de récupération de données sur téléphone GSM et carte SIM, ainsi que l'analyse de contrefaçon bancaire sur carte à piste magnétique, carte à puce ou dispositif de contrefaçon bancaire. Nos techniques, comme tous les départements, sont en perpétuelle évolution, mais c'est encore plus vrai dans ce département, puisque nous sommes obligés de nous adapter aux évolutions technologiques. C'est vrai dans le domaine du GSM, c'est vrai dans le domaine du disque dur, c'est vrai dans tous nos domaines. Tout étant falsifiable, chèques, permis de conduire, carte d'identité, des milliers de documents passent par ce département. Dès qu'il y a un doute, ces experts doivent démasquer le crime en toutes lettres. Le département documents est réparti en 3 unités d'expertise. Une première unité d'expertise qui est l'unité d'expertise comparaison d'écriture, une seconde qui est l'analyse de documents et une troisième qui est la recherche et développement. Pour la comparaison d'écriture, nous avons une méthode qui a été éprouvée maintenant depuis quelques années qui permet justement d'aboutir à des résultats, on va dire, efficaces dans le domaine de la comparaison d'écriture et même dans les domaines d'écriture masquée, déguisée ou imitée. Alors la deuxième unité est l'unité analyse de documents. C'est-à-dire que sur les titres sécurisés, nous allons faire de ce que l'on appelle de la lutte contre la fraude documentaire. C'est déterminer si un document est vrai ou faux, mais aussi essayer d'aller plus loin dans l'expertise, c'est-à-dire de remonter sur soit la filière, soit l'émetteur du document. On a un panel d'outils très large, c'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois des moyens optiques, tels qu'on peut le voir derrière moi, le vidéo spectral comparator, qui est essentiellement utilisé, on va dire, pour la fraude documentaire, mais également pour, dans les cas les plus simples, révéler les écrits altérés. Nous allons également utiliser des microscopes pour aller plus précisément dans l'analyse des supports papetiers pour rentrer dans la composition du papier. Et puis après, nous allons utiliser tout un panel d'analyse chimie optique pour étudier à la fois les papiers et les encres.
Le département signal, image, parole. Mieux voir, mieux entendre. Le département s'articule en 3 unités d'expertise. Donc, ces unités d'expertise se retrouvent en fait dans le nom du département, signal, image, parole. On a une unité d'expertise parole acoustique, une unité d'expertise vidéo-imagerie, une unité d'expertise mesure et modélisation. L'unité parole acoustique traite tout ce qui est enregistrement audio numérique, voire des enregistrements analogiques également. Le débruitage, qui est la mission principale de cette unité d'expertise, consiste à améliorer l'audibilité et l'intelligibilité d'un signal de parole. L'unité vidéo-imagerie, elle, donc, traite effectivement de tout ce qui est enregistrement de vidéosurveillance. Notre mission à nous va consister à extraire des éléments des enregistrements de vidéosurveillance utiles à l'enquêteur, utiles au magistrat. Ça pourrait être le déroulement d'un fait, ça pourrait être essayer d'identifier un véhicule, et essayer d'identifier un individu. La dernière unité, qui est l'unité mesure et modélisation, les activités donc, de cette unité tournent autour de la modélisation 3D. Donc, la modélisation 3D consiste effectivement à se déplacer sur une scène de crime et à modéliser cette scène de crime de façon à posteriori relever des mesures précises sur cette scène de crime, mais aussi dérouler des scénarios et interpréter effectivement la scène. On a également dans cette unité un nouvel outil, un radar de sondage de sol. Dès lors qu'il s'agit de caches d'armes, de billets, toutes sortes d'objets que vous pouvez imaginer, le radar est particulièrement performant dans le sens où on a 3 antennes différentes et ces 3 antennes nous permettent de sonder à des profondeurs différentes, mais aussi avec une résolution différente. Lors d'accidents routiers, de délits de fuite, ou lorsque l'on retrouve des véhicules volés ou maquillés, il faut remonter à la source et identifier les auteurs et les véhicules impliqués. Ce sont leurs traces qui vont les trahir. Le département véhicule a été pensé, réfléchi pour répondre à 2 grands types de missions. L'identification de véhicules impliqués dans la commission d'une infraction au code pénal et, deuxième type de mission, l'analyse d'accidents routiers. Le département véhicule est actuellement structuré en 3 unités d'expertise. L'unité d'expertise identification mécanique va travailler principalement sur l'identification individuelle de véhicules et sur l'identification que nous appelons groupale, avec des secteurs d'activité qui ont trait à tout ce qui peut être débris. Aussi un travail qui est réalisé sur les clés automobiles, sur les calculateurs automobiles, voire sur les sculptures de pneumatiques. La seconde unité, c'est l'unité d'expertise identification chimique qui s'est spécialisée dans la prise en compte des polymères automobiles, soit à des fins d'identification, soit à des fins de rapprochement, c'est-à-dire établir des liens criminalistiques matières entre par exemple une scène sur laquelle on trouve un éclat de peinture automobile et un véhicule cible. L'unité d'expertise accidentologie, principalement 2 types de missions, on va dire, au niveau de cette unité d'expertise. Tout ce qui est diagnostic mécanique et tout ce qui est reconstruction cinématique d'accidents routiers. Il s'agit de pouvoir déterminer certains éléments, certains faits liés à la production de l'accident, principalement pouvoir par exemple déterminer à quelle vitesse le véhicule A a percuté le véhicule B. Quand un insecte apparaît dans une enquête judiciaire, ils entrent en action. Nous sommes dans l'un des laboratoires d'entomologie criminelle les plus importants en Europe. Le département entomologie étudie le lien qui existe entre la présence des insectes nécrophages sur un corps et l'état de décomposition de ce corps. L'objectif est de donner une estimation de la date de la mort de la victime. Donc, les prélèvements sont réalisés lors de la découverte du corps et lors des opérations d'autopsie. Il y a 2 types de prélèvements. Un prélèvement en alcool, qui constitue une photographie à l'instant T, et ensuite un prélèvement conditionné à sec. Il s'agit des larves et des pupes qui sont conditionnées vivantes. Arrivées au département, ces larves vivantes et ces pupes vivantes sont mises en élevage pour être amenées jusqu'à leur fin de leur cycle, c'est-à-dire l'émergence de l'adulte, ce qui va permettre au département
de pouvoir identifier plus facilement les insectes et ensuite d'appliquer les méthodes de calcul pour remonter dans le temps et donner la date de la mort de la victime. Un corps âgé de 1 mois, on a une incertitude de l'ordre de 2 à 3 jours. Un corps âgé de 6 mois, nous avons une incertitude de l'ordre d'une semaine à peu près. Et pour un corps âgé de 1 an, et nous n'allons pas au-delà, nous allons donner aux enquêteurs une période de recherche et non pas une date. Le département biologie cible l'humain dans son essence même, jusqu'à son code génétique. Retrouver toute trace de passage et déterminer la signature ADN propre à chaque individu est au cœur de son action. Le département est structuré autour de 4 sous-unités, 2 unités d'expertise trace, une unité assurance qualité et une unité de recherche et développement. Différents types d'analyses vont être réalisées. Il y a d'abord la première étape, ce qu'on appelle l'échantillonnage, c'est-à-dire que le scellé va être brisé, on va ouvrir, observer l'objet ou les objets qui sont dans ce scellé et ensuite repérer visuellement à l'œil nu ou grâce à des lampes particulières, des tâches plus ou moins intéressantes. La deuxième phase, c'est la recherche de la nature de la trace que nous avons prélevée. Donc nous recherchons effectivement si la trace est d'origine sanguine ou si c'est du sperme. La troisième étape va être ensuite de liser les cellules présentes dans notre petit tube afin d'éclater leurs parois et de libérer l'ADN. Malheureusement, à cette étape-là, la quantité d'ADN n'est pas assez suffisante pour poursuivre les opérations. Il faut donc passer par une étape dite d'amplification génique via ce qu'on appelle la PCR. Une fois cette réaction de PCR terminée, nous avons dans notre tube final une quantité suffisamment abondante pour pouvoir poursuivre le reste des opérations. Ce reste des opérations va consister à séparer les différents fragments d'ADN et ce grâce à ce qu'on appelle un séquenceur ADN. Les données brutes vont ensuite être envoyées dans un logiciel qui va pouvoir attribuer à chaque fragment d'ADN d'intérêt une taille et ce qu'on appelle un numéro allélique. Au final, un profil génétique va être une succession alphanumérique qui va être représentée soit sous une forme de tableau numérique, soit sous forme d'un électrophorégramme. Il n'existe pas de méthode d'identification dont la valeur soit supérieure à celle des empreintes digitales. Leur révélation est possible grâce à l'utilisation de divers procédés chimiques. Nous faisons ici de la détection et révélation d'empreintes digitales au profit des enquêteurs et des magistrats. Lorsque les scellés arrivent, donc que ce soit sur réquisition des enquêteurs ou sur expertise par les magistrats, nous allons le réceptionner au service saisine scellé. Nous effectuons des photographies avant et après ouverture de scellé. Nous le traitons en fonction de ce que c'est comme type de scellé, si c'est un scellé poreux, non poreux, ensanglanté, puisqu'on travaille aussi sur les traces ensanglantées, ou adhésives. Une fois qu'on a réalisé les traitements, nous observons les scellés pour voir s'il y a des traces révélées. Si le résultat est positif, nous prenons des photos. Nous réalisons ce qu'on appelle des rapports 1 pour envoyer au fichier automatisé des empreintes digitales. Cependant, au préalable, si des fiches de discrimination ont été fournies avec le dossier, nous effectuons la comparaison. Les cadavres qui arrivent ici ne sont jamais complets. Qui sont-ils? Quelle est la cause de la mort? C'est à ces questions que vont répondre les experts du département et mettre à jour la face cachée du crime. Le département se compose de 3 activités principales, l'anthropologie médico-légale, l'odontologie médico-légale et la thanatologie médico-légale. Qu'est-ce qu'on va demander, si vous voulez? On va demander l'âge de la personne, le sexe de la personne, la taille éventuellement de la personne, les pathologies que l'on peut retrouver sur les os, les attaques que l'on peut retrouver sur les os également, ainsi que le délai post-mortem de la mort, c'est-à-dire la datation de la mort. Ensuite, au niveau odontologie, nous allons pouvoir donner certaines indications également au niveau dentaire, à savoir si la personne travaille dans tel ou tel milieu, à savoir travaux publics, musique, etc.
Nous allons pouvoir également dire si la personne est gauchère ou droitière. Enfin, il y a beaucoup de critères que l'on peut retrouver sur le dentaire. Ensuite, en thanatologie, nous allons restaurer des visages, redonner un visage humain à un visage qui est en complète putréfaction. Ensuite, nous allons faire de la restauration de tatouages également. Et parallèlement à ceci, on va faire également de la reconstitution faciale. Ça consiste à prendre un crâne, à le numériser de face et de profil, à lui adjoindre des épaisseurs de tissu mou. Parallèlement à ceci, nous allons aller dans un logiciel de portrait robot, chercher un visage correspondant à cette étude anthropologique pour pouvoir présenter un panel de photos, de 6 photos, au magistrat ou à l'officier de police judiciaire. L'interprétation des traces de sang se développe en 2 volets, le volet révélation des traces de sang et le volet analyse morphologique des traces de sang. La révélation de traces de sang se fait avec un produit et s'il y a eu du sang jusqu'à 3 mois en arrière, on va pouvoir révéler ce sang grâce à une luminescence bleue. Deuxième volet, l'analyse morphologique des traces de sang. Là, il y a du sang partout, c'est une scène de crime. Le technicien va essayer de recréer le scénario de ce qui s'est passé en plaçant l'agresseur, l'agressé, l'objet contondant avec lequel il était frappé ou tué, etc., etc. Pontoise, à l'ouest de Paris, le service central d'analyse génétique de la gendarmerie. Le service est un service d'analyse génétique, comme son nom l'indique, qui a pour vocation d'analyser des échantillons d'ADN qui sont prélevés sur les individus dans le but d'alimenter le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Les prélèvements qui sont traités ici sont effectués sur les individus à l'aide d'un système de prélèvement standardisé sur un papier particulier. Ce papier est ensuite perforé avec des systèmes automatisés. Chaque perforation effectuée, chaque poinçon va ensuite subir un certain nombre de traitements. Un premier traitement de lavage. Un second traitement où on va amplifier de façon spécifique les régions de l'ADN qui nous intéressent. Et enfin un dernier traitement où on va aller lire sur cette molécule d'ADN les régions que l'on étudie pour comparer les individus et les identifier. Les résultats sont en fait une série de chiffres, une succession de données chiffrées qui permet de caractériser un individu, chaque individu ayant sa spécificité, c'est-à-dire sa série de chiffres particulière. Autre service du site de Pontoise, le service central de préservation des prélèvements biologiques. Sa mission, conserver les traces biologiques à partir desquelles les profils génétiques ont été déterminés et enregistrés au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Les scellés qui arrivent au service central de préservation des prélèvements biologiques arrivent sous 2 formes, ont 2 natures. Soit ils sont conservés à température ambiante, soit ils arrivent conservés en congélation. Nous assurons donc 2 types de conservation. Une conservation en biostockage ambiante avec une température et une hygrométrie qui est contrôlée. Cette activité de stockage couvre à peu près 85% des scellés que nous détenons aujourd'hui et une activité de cryoconservation à -80 qui permet le stockage des traces les plus labiles. Les scellés donc arrivent au niveau de l'accueil de ce service, puis sont pris en compte par une cellule en charge du traitement des expéditions. Cette cellule va opérer la réception des envois, des colis, opérer l'ouverture de ces colis, puis prendre en compte les scellés qui se trouvent à l'intérieur et vérifier si ceux-ci sont bien conformes sur le plan de leur intégrité juridique, mais aussi de leur intégrité physique. Ces scellés sont ensuite acheminés sur l'unité de traitement juridique qui va se consacrer aux aspects juridiques de la procédure, s'attacher à regarder la bonne présence des pièces de procédure, vérifier effectivement que le scellé répond bien à toutes les codifications qui sont mentionnées sur ces réquisitions. Puis une fois que cet enregistrement est conforme, les scellés vont passer dans une autre unité qui, elle, est chargée de la gestion du stockage et de tous les aspects techniques liés au conditionnement biologique des scellés. Cette unité va donc prendre en compte les scellés et en fonction de leur destination, leur attribuer un emplacement et veiller sur eux pour le temps de la conservation du scellé. La gendarmerie possède 2 unités spécialisées projetables. L'UNIC, Unité nationale d'investigation criminelle, et l'UGIVC, Unité gendarmerie d'identification des victimes de catastrophes.
25 juillet 2000. Retour sur un événement dramatique. Un Concorde d'Air France s'écrase 2 minutes après son envol de l'aéroport de Roissy. 113 morts. Lors d'une catastrophe d'envergure, l'identification des victimes en raison de leur nombre important et de l'état des cadavres est une opération délicate et pluridisciplinaire qui ne peut être effectuée avec des chances de succès que si elle a été organisée avec soin et méthode. C'est la mission confiée à l'unité de gendarmerie d'identification des victimes de catastrophes. L'UGIVC est une unité de circonstance qui est montée donc uniquement en cas de besoin. Il ne s'agit pas d'une unité qui est en permanence prête à partir sur une intervention, mais elle est montée à partir des personnels des différents départements criminalistiques de l'IRCGN. Alors il y a bien sûr un noyau dur de personnel, ce sont bien sûr les personnels des départements d'anthropologie, thanatologie, odontologie et entomologie, mais ils peuvent également être renforcés par des personnels de tous les départements de l'Institut, par exemple par le département véhicule s'il s'agit d'un carambolage, par le département empreinte digitale, et par des personnels de tous les départements de l'Institut qui ont reçu une formation spécifique. L'unité est organisée en 2 équipes. En effet, nous appliquons le protocole Interpol, c'est-à-dire que nous allons d'abord devoir savoir qui est pris dans la catastrophe, donc établir une liste des victimes potentielles. Ça, c'est le travail de l'équipe antémortem. Et une fois que cette liste est connue et certaine, eh bien, il va falloir obtenir des renseignements sur chacune de ces victimes potentielles. C'était d'avoir les renseignements dentaires de cette personne. Donc en fait, les personnels de cette équipe antémortem eh bien, vont prendre contact avec les familles des victimes, avec les médecins traitants des victimes, avec les dentistes des victimes, pour essayer d'avoir les renseignements les plus intéressants pour une identification éventuelle. En parallèle, une deuxième équipe post-mortem est montée. Donc post-mortem après la mort, eh bien, elle va se déplacer sur les lieux de la catastrophe pour travailler directement sur les corps. Le premier travail de cette équipe est donc ce que l'on va appeler le relevage des corps. Elle va donc aller directement sur le lieu de la catastrophe, faire un premier état des corps en prenant des photos, des notes sur la façon dont les corps se trouvent, et les emmener sur un lieu de recueil qui permettra leur conservation, c'est-à-dire une morgue. Nous aurons systématiquement dans chaque équipe au moins un dentiste et un médecin légiste pour faire bien sûr l'autopsie et l'examen odontologiste. Ça c'est bien sûr un travail de spécialistes dentistes ou médecins. La comparaison entre l'antémortem et le post-mortem fait penser qu'il doit s'agir de M. Durand-Jean. La correspondance entre l'odontogramme post-mortem et l'antémortem est absolument certaine. Donc Jeff, une mission pour toi. Nous venons d'être appelés par la section de recherche de Rennes qui prend la direction de l'enquête. C'est un braquage de fourgon blindé. D'accord, a priori, donc les enquêteurs de la section sont sur place. La cellule d'identification criminelle avec l'éthique sont aussi sur les lieux. 2 heures, je t'obtiens un hélico qui viendra te chercher sur place avec ton équipe légère. Okay. Bon courage. L'unité nationale d'investigation criminelle a la capacité donc de renforcer les techniciens d'investigation criminelle sur le terrain quand ceux-ci sont face à des techniques à mettre en œuvre trop difficiles ou parce que la scène est trop importante en termes de taille, en nombre de victimes, en distance. Donc on peut ou leur apporter juste un renfort technique sur tel ou tel domaine ou prendre en compte complètement la gestion de la scène de crime jusqu'à la rédaction du PV de constatation. En fonction de la nature de la mission qu'on doit exécuter, on détermine l'effectif et le matériel qu'on va déployer. La plupart du temps, on travaille pour les techniciens d'investigation criminelle auxquels on remet notre rapport qui est ensuite joint à la procédure du directeur d'enquête. L'enseignement et la recherche sont des activités complémentaires de celles de l'expertise. Les experts interviennent au profit de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale, du Centre national de formation à la police judiciaire et participent à de nombreux séminaires. Le but, concourir à la formation des techniciens en identification criminelle et à l'information des enquêteurs. Les criminels étant sans cesse à la recherche de nouvelles méthodes pour contourner la loi, les techniques et matériels d'investigation criminelle doivent se renouveler et se perfectionner pour avoir toujours un coup d'avance dans cette partie d'échecs.
Voilà la tâche du volet Recherche et développement de l'IRCGN. Pôle d'excellence, accrédité dans certaines de ses activités selon la norme ISO 17025, l'IRCGN et ses membres n'ont de cesse de perfectionner les techniques de la criminalistique. Avec eux, la science repousse toujours un peu plus loin les frontières de l'impossible.